Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous recevoir chez vous pour partager ce moment avec vous. La semaine dernière, donc, nous avons abordé les vœux pris par un moine dans la tradition du Mahayana ainsi que les règles de vie à respecter dans un monastère. Nous continuons aujourd'hui avec Roland Reich, cette découverte de la vie monastique. D'une part, car souvent les moines de la tradition zen mènent une vie sociale très active, et d'autre part, car certains de ces vœux, certaines de ces règles peuvent être également mises en pratique par tout laïc qui souhaite évoluer et progresser sur la voie spirituelle. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes moine zen. Oui. L'un des principaux responsables de l'ACEDI, l'Association Zen Internationale, et vous enseignez donc en Europe, en France et notamment à Nice où vous dirigez le dojo et où vous résidez. Alors, la semaine dernière, on s'est arrêté sur l'importance du SAMU, du travail. Alors le travail, c'est vrai qu'au monastère et dans la vie sociale, c'est quelque chose de fondamental. Tout à fait, oui. D'abord, pour l'équilibre même du pratiquant, seulement méditer risquerait d'être trop détaché des phénomènes de la vie concrète et de la vie avec les autres, alors que dans le travail, il y a immédiatement une implication à la fois dans une tâche collective et en même temps la nécessité d'être totalement attentif à chacun de ses gestes, d'être présent à ce que l'on fait, et surtout, dans un SAMU, dans un monastère, c'est le non-choix de l'activité qui est très important. Beaucoup de gens souhaitent se réaliser à travers leur vie professionnelle en faisant le métier de leur rêve. Le moine zen, lui, ne choisit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut métier, en quelque sorte. Il n'y a pas de saut travail. C'est-à-dire, dans un monastère, aller balayer les toilettes, travailler dans la cuisine, faire le ménage. Tout cela est une pratique de Bouddha. C'est une pratique dans laquelle on peut être totalement, corps et esprit en totale unité, ici et maintenant, avec ce que l'on fait. C'est un aspect fondamental de l'éveil, d'être totalement présent à la vie de chaque instant, et en même temps de faire ce travail sans attente de récompense, de promotion, de profit, mais le faire au contraire avec un esprit de don, de pousser pour la communauté et finalement pour tous les êtres. Et c'est un travail spirituel fondamental. Donc c'est un gros travail sur l'ego, en fait, sur l'oubli de soi. Absolument, absolument. Mais sans renier ce que l'on est pour autant. Ça, c'est important, parce que souvent les Occidentaux ne comprennent pas forcément la nuance. Mais il ne s'agit pas de renier ce que l'on est, il s'agit d'être ce que l'on est fondamentalement. Voilà. Et souvent, on croit que être ce que l'on est, c'est affirmer son ego, ses caractéristiques, sa personnalité, se réaliser à travers le travail. Alors qu'en réalité, au contraire, se réaliser soi-même, c'est complètement abandonner cet aspect de l'ego limité, qui choisit, qui préfère, qui s'oppose, qui aime et qui n'aime pas, et au contraire, avoir un esprit complètement vaste. C'est un des aspects fondamentaux d'ailleurs de la fonction de Tenzo dans un monastère, qui est de réaliser cet esprit vaste, c'est-à-dire l'esprit au-delà du choix, qui aborde avec équanimité toute tâche, toute personne, toute action, tout objet, et traite chaque chose avec le même respect, que ce soit un champignon, un grain de riz, un mets succulent à préparer, que l'on s'adresse à quelqu'un qui a une fonction subalterne ou que l'on s'adresse au chef du temple, être vraiment dans cet esprit de non-discrimination. Voilà, il y a une égalité en fait. Voilà, et c'est là qu'on se réalise soi-même véritablement, fondamentalement, beaucoup plus qu'à suivre ses propres préférences. Alors comment ça se passe pour un moine qui a choisi aussi de vivre dans la société et qui se trouve confronté en permanence au désir, à la société de consommation, à toutes ces choses-là finalement qui font la vie. On peut être confronté aux objets de désir, on n'est pas obligé de les suivre. On peut être sollicité par toutes sortes d'affiches plus ou moins érotiques sans devenir obsédé sexuel. Oui. On peut être dans une société où beaucoup de gens sont avides de faire fortune et faire son travail avec un esprit de désintéressement, non pas de refuser tout salaire ou toute rémunération, bien au contraire, avoir un salaire juste pour ce que l'on fait, voilà, mais que ça ne soit pas le moteur de notre action. Le moteur de notre action, c'est vraiment l'accomplissement spirituel qui se réalise à travers le fait de donner son attention à ce que l'on fait et de le dédier aux autres. Alors, oui, une chose, c'est que quand on fait ça, on est en réalité dans une efficacité maximum par rapport au travail, même dans une société commerciale, car il se crée autour de soi une ambiance de coopération, de sympathie, avec toutes les personnes qui sont partie prenante à l'activité économique dans laquelle on est. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler d'ailleurs. Donc plutôt un regard bienveillant en fait sur la personne qui pratique comme ça, y compris dans le travail, qu'un rejet. Oui, absolument. Et puis encore une fois, être dans le monde ne signifie pas suivre les valeurs erronées du monde. Au contraire,
c'est d'y être en témoignant qu'il y a une autre manière d'être possible dans l'activité professionnelle, dans la vie sociale, sans la fuir pour autant. C'est éviter cette alternative de où on est dans le monde et on partage les illusions du monde, où on s'en retire et on regarde le monde avec du haut de sa hauteur spirituelle, avec un certain dédain, ce qui est le contraire de la pratique de la voie. Alors, dans le temple, au monastère, chaque instant est dédié à la pratique. Et en préparant cette émission, vous m'avez dit c'est la même chose à l'extérieur, ça doit être la même chose à l'extérieur, y compris donc lorsqu'on mange, lorsqu'on va aux toilettes, lorsqu'on se lave, Absolument. etc. Oui, par exemple, lorsqu'on entre dans les toilettes, d'abord on change de chaussures. Alors là, c'est vraiment pour respecter les lieux dans lesquels on marche. On ne va pas avec les mêmes chaussures dans les toilettes. On entre, on fait gâchot et on met un bâton d'encens. Gâchot étant le salut. Le salut. Ça veut dire vraiment être un avec soi-même et un avec le lieu et un avec ce que l'on fait. Et ensuite, faire ses besoins, mais comme une activité de pratique, c'est-à-dire avec concentration. On dit souvent pas faire à côté pour les hommes, à côté du trou, mais faire vraiment attention à ce que l'on fait. Laisser les lieux extrêmement propres. Et être vraiment même dans une bonne posture à ce moment-là. Et ça montre être bien là comme si on était... sur le safou. Oui, absolument. Ça montre bien qu'il n'y a pas de discrimination, justement, grâce à la pratique, et qu'il y a une espèce d'égalité. Les toilettes sont un dojo. Quand on va pour prendre un bain, c'est vraiment une cérémonie au Japon, dans un temple, c'est le soir, après le dîner. Eh bien, on va dans le Ofuro. Avant de prendre le bain, on se prosterne complètement en senpai, une prosternation. Ensuite, on enlève ses vêtements avec beaucoup de délicatesse, on les range bien, on fait attention de ne pas déranger les autres. Et ensuite, on va prendre son bain, et quand on se douche, on se douche avec une écuelle, on fait attention de ne pas gaspiller l'eau, on fait attention de ne pas salir l'eau du bain parce que d'autres viennent se plonger dans la même eau. Alors justement, il y a tout un aspect de respect de toute chose. La moindre goutte d'eau, les gens qui sont autour de nous en train de faire leurs ablutions, etc. Ce sens du respect dans ce monde où il y a de plus en plus d'incivilité, de violence et d'irrespect, c'est fondamental de le pratiquer dans toutes les petites choses de la vie quotidienne. Donc c'est à la fois beaucoup d'exigences par rapport à la discipline, l'extérieur mais aussi l'intérieur. Il n'y a pas de différence entre voilà. L'intérieur et l'extérieur se correspondent sans arrêt. C'est ça qu'il faut bien faire comprendre. Absolument. Parce que c'est les gens qui ne comprennent pas souvent que c'est la même chose. Et l'importance de la propreté, donc, etc. et de l'ordre, je suppose. De l'ordre. Dans un monastère, tout doit être, notamment dans la cuisine, c'est un des préceptes du tenzo, du cuisinier, donc. Chaque chose doit être à sa place. D'abord, ça évite de perdre du temps, ça permet de travailler avec un esprit harmonieux, car quand tout est harmonieux autour de soi, l'esprit aussi devient harmonieux. Si on entreprend un travail, si on s'installe à son bureau pour faire un travail et qu'on a des papiers partout, qu'on met un quart d'heure avant de trouver le document qu'on cherche, on ne peut pas travailler d'une bonne manière. Donc, en chaque chose, mettre chaque chose à sa place, c'est vraiment la pratique de la voie. Mais on nous traite de maniaque quand c'est comme ça. Non, parce que maniaque, c'est pathologique. Maniaque, c'est la personne qui est attachée. C'est-à-dire que si le stylo, au lieu d'être là, il est là, il va s'énerver. Non, ça ne va pas jusque-là. Simplement de l'ordre, de l'harmonie, mais sans attachement. C'est très fondamental. Toutes les règles dont on parle, si on s'y attache, ne sont plus une pratique d'éveil, ne sont plus un facteur d'évolution spirituelle, mais au contraire renferment l'esprit dans une prison étroite où on croit être dans la voie parce que l'on applique parfaitement des règles. Et à ce moment-là, ça devient une pratique d'un zen militaire qui n'est pas la voie du Bouddha, qui est une illusion totale. Roland, donc l'intérêt de passer de la vie monastique comme ça à la vie laïque, c'est que finalement, on apprend le lâcher-prise, la non-saisie, le non-attachement, etc. Mais on sait que certains moines peuvent être mariés. Alors l'attachement dans ces conditions, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il y a de bons attachements. Non, mais par exemple, l'attachement, c'est fondamental quand on fait des enfants. Si un père ou une mère n'est pas attaché à son enfant, l'enfant ne peut pas survivre, ne peut pas se développer. Donc, il y a un bon attachement qui n'est pas un attachement égoïste, mais qui est un amour vraiment porté à un être qui a besoin de cet amour pour se développer. Et à ce moment-là, ce n'est pas de l'attachement, c'est un amour généreux, un amour bienveillant, de don, de prendre soin de l'autre. Et ce n'est même plus l'attachement. Le non-attachement ne veut pas dire se désintéresser des autres, mais ne pas être en relation avec les autres pour ce qu'ils vous apportent à soi-même, qui est le contraire du véritable amour. Donc on peut tout à fait mener une vie de famille en étant moine, parce que la vie de famille, c'est véritablement l'occasion de pratiquer le don, la vigilance, l'attention à l'autre, la générosité, prendre soin de toute la famille, c'est une pratique de moine. D'ailleurs, une des principales qualités du tenzo, du chef de cuisine dans un monastère, c'est l'esprit, on appelle ça le roshin, c'est-à-dire l'esprit parental, l'esprit d'une mère pour ses enfants. Il doit traiter tous les êtres, et même les objets, même les casseroles,
toute chose, même un grain de riz, comme la chose la plus précieuse, comme la prunelle de ses yeux. Et pour désigner cet esprit, on dit que c'est l'esprit parental. Donc l'esprit parental, c'est l'esprit du moine. Ouais. Alors, cela dit, on peut se demander si des moines qui ne sont pas confrontés à la vie de famille, puisqu'ils ont pris des vœux de chasteté, par exemple, peuvent vraiment comprendre et tous les tourments, toutes les souffrances, tous les écueils que peuvent rencontrer des parents. Oui, c'est vrai. C'est une des raisons pour lesquelles nous pensons, dans l'esprit du bouddhisme Mahayana, que même si on prend des vœux de chasteté, il vaut mieux que ce soit des vœux temporaires, pendant lesquels on va être vraiment chaste, par exemple le temps d'une séchine ou le temps d'une vie dans un monastère pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, et puis, mais qu'on connaisse aussi ce que c'est que le désir sexuel, l'attachement sexuel, ne serait-ce que pour comprendre les autres, Bien sûr. mais aussi pour comprendre comment ça peut devenir des sources de souffrance, autant que d'épanouissement. Le Bouddha, d'ailleurs, disait qu'un moine doit comprendre réellement le désir et le plaisir sexuel. Sinon, il ne peut pas comprendre à la fois comment ils peuvent être un danger, exactement, et comment aussi ils peuvent être, si on est un disciple laïque, mais suivant les préceptes du Bouddha, une occasion de manifester son amour. Alors, il faut rappeler que le Bouddha a été marié et qu'il a eu un enfant aussi quand même. C'est ce qui est important. Donc, par exemple, dans le bouddhisme tibétain, entre guillemets, il est recommandé de s'endormir d'une certaine façon. Est-ce la même chose dans le zen? Comment ça se passe? Oui, oui, il y a même une petite prière avant de s'endormir qui est qu'au moment où on s'endort, on fait le vœu que tous les êtres puissent s'éveiller. Et en même temps, on fait le vœu que ce repos réparateur va nous mettre dans de bonnes dispositions pour continuer la pratique de la voie. D'autre part, on doit dormir normalement, d'une certaine manière, dans le dojo, c'est-à-dire la tête tournée vers le Bouddha, couché sur le côté droit, dans la position du Bouddha allongé, oui, voilà, parinirvana. Parinirvana, au moment de la mort. Et la posture dans laquelle on s'endort, le fait qu'on fasse extrêmement attention au sommeil des autres, qu'on respecte les heures de sommeil, qu'on ne dérange personne pendant la nuit, etc., est aussi une pratique collective d'harmonie avec les autres. C'est un aspect important de la vie monastique, de la vie dans la sangha, c'est la vie harmonieuse, c'est-à-dire la vie dans laquelle on prend énormément soin des autres et on évite de les déranger. Et ça peut se pratiquer dans la vie laïque, dans les transports en commun, dans le fait de conduire sa voiture, respecter les règles de civilité, être patient. Ça change complètement la vie. Si on laisse passer quelqu'un devant soi dans le métro au lieu de s'engouffrer en marchant sur les pieds de tout le monde, ça change vraiment l'ambiance de l'existence collective. Je vais vous laisser conclure parce qu'on arrive au terme. Bien, Qu'est-ce qui vous paraît fondamental finalement dans tout ça? Ce qui me paraît fondamental, c'est de retrouver l'unité de sa vie, qui est le sens même d'être moine. Et ce n'est pas, à mon avis, ça ne devrait pas être réservé aux moines. Et de retrouver l'unité de sa vie, c'est ce qui lui permet d'avoir un sens. Et de retrouver un sens à la vie, c'est ce qui permet de surmonter la crise de notre civilisation. Roland Reich, merci. Alors, je vous propose quelques livres pour compléter cette émission. Tout d'abord, Le Trésor du Zen de Maître Dogen, qui vient de paraître chez Albin Michel. Toujours chez Albin Michel, vous pouvez vous procurer les essais sur le bouddhisme zen de Suzuki, donc ça vient de paraître également. De Moine Vijayaradna, je vous recommande aux éditions Serre, Le moine bouddhiste et les moniales bouddhistes. Et on termine donc par ce tout nouveau numéro du Monde des religions. C'est une nouvelle publication. Elle est bitrimestrielle et elle traite à la fois du contenu, des concepts, des relations entre les religions et de différentes choses tout à fait passionnantes. Alors je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche maintenant sur votre écran. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. En attendant que l'on se retrouve la semaine prochaine, n'oubliez pas de donner du bonheur et de la joie autour de vous. Très très belle semaine à tous, excellente journée, à dimanche prochain.